Au classement du Ballon d'Or, on a tendance à toujours retrouver les mêmes noms. Les deux extraterrestres Messi et Cristiano, De Bruyne dernièrement, Buffon, Griezmann, Xavi et Iniesta, bref. Mais il y a des joueurs qui ont été classés, qui sont forcément des bons joueurs, notamment sur une saison en général, et je me suis dit que ce serait sympa de parler d'eux dans une vidéo. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en travaillant la vidéo où ça ramène des souvenirs et pas mal de regrets quand même sur certains joueurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aurais du mal à vous répondre ce coup-ci que pour moi tout va pour le mieux. Avec ce qui s'est passé dimanche soir, ce qui se passe autour du foot, ce qui se passe dans le monde également, ce qui est d'ailleurs bien plus grave que ce qui se passe dans le foot. Bah difficile de dire que tout va pour le mieux, mais en tout cas je suis vraiment très ravi de vous retrouver pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement si la vidéo vous plaît, à vous abonner, hein. Beaucoup de gens regardent les vidéos et ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vérifier. Il se peut que je sois dans votre accueil et que vous ne soyez pas abonné sans que vous le voyez. Donc n'hésitez pas à vérifier. Merci beaucoup en tout cas pour la force dernièrement. On est vraiment quasiment à 13 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et donc c'est parti, après cette petite intro, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Petite précision, j'ai pris les 20 dernières éditions, donc je suis remonté à 2003, et on va commencer assez récemment en 2019, et il y a un joueur qui était classé au Ballon d'Or cette année, enfin en réalité il a eu 0 points, mais il est considéré comme classé avec le nouveau système du Ballon d'Or. Avant c'était plus, il y avait 50 noms qui étaient choisis, et après il y avait un classement, là maintenant c'est les 30 sont classés au Ballon d'Or, et donc forcément même s'ils ont 0 points, ils sont quand même dans le classement. Voilà, pour la petite parenthèse. Et ce joueur, c'est donc Donny Van de Beek. Et si je le mets déjà, c'est parce que, en 4 ans, le constat sur Van de Beek, qu'est-ce que ça fait mal d'en parler. On rappelle pourquoi il est là, un milieu offensif très polyvalent de cet Ajax qui nous aura fait vraiment chavirer en Ligue des Champions. Ils sortent le Real, la Juve, et perdent contre Tottenham suite à un triplé assez improbable de Lucas Moura en demi-finale, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne. Et le milieu néerlandais, il va rester un an encore à l'Ajax, où il confirme tout le bien qu'on pense de lui, et il prend la destination en 2020 de Manchester United. Et malheureusement, hors Pays-Bas, c'est bien trop compliqué pour lui. Bon, briller à United, c'est plus que compliqué, hein. Très peu de joueurs y arrivent sur les dernières années, le contexte est vraiment difficile. En plus, il enchaîne pas mal de pépins physiques, ce qui l'empêche de vraiment courir énormément comme il savait le faire, mais rien n'y fait. Quand Erik ten Hag arrive à United, petit espoir concernant Van de Beek, on se dit il retrouve un entraîneur qu'il connaît. Il se peut qu'on retrouve tout le génie du néerlandais, mais non, malheureusement, ça ne prendra pas. Everton va essayer de le relancer en prêt, mais pareil, Everton, c'est le bas de tableau en première ligue, et franchement, c'est plus que compliqué. Il va quand même faire quelques bons matchs, dirons-nous, mais dans l'ensemble, ce n'est pas encore le niveau escompté. Il est encore à United aujourd'hui, hein, où il fait des rentrées de temps en temps. On l'avait annoncé d'ailleurs en prêt cet été du côté de Lorient. Bon, ça s'est pas fait, mais ça montre le niveau du joueur d'aujourd'hui. Vraiment dommage, hein, parce qu'à l'Ajax, on parlait beaucoup à juste titre de Ligt, de Jong, de Ziyech, ou également du Serbe, hein, Dusan Tadic, qui est également classé au Ballon d'Or cette année d'ailleurs, mais moi j'adorais réellement Van de Beek. J'étais vraiment fan et malheureusement la suite ne fut pas glorieuse. Il n'a que 26 ans, hein, il peut encore avoir un avenir plus radieux, mais honnêtement j'ai vraiment du mal à y croire et j'ai du mal à être optimiste concernant la suite de sa carrière. Un an avant, en 2018, il y a un attaquant qui mérite qu'on en parle un peu, qui a vraiment fait une belle carrière, mais que j'estime tout de même relativement sous-coté. Alors non, pas Dzeko, mais un joueur qui a marqué 2 fois durant la finale de la Coupe du Monde cette année, c'est Mario Mandzukic. Alors une fois contre son camp et une fois où Lloris a raté son crochet, mais Mandzukic c'est un attaquant qui a vraiment compté, je trouve, durant les 15 dernières années. Joueur qui est tout de même passé par Wolfsburg, par le Bayern, par la Juve, par l'Atlético de Madrid. 200 buts pour le géant croate en carrière. 33 avec la sélection. Alors en club, quand il est nommé cette année, il a la Juve. Et il fait pas sa meilleure saison pour être honnête. 5 buts en Serie A pour 32 matchs joués, dont 27 en titulaire. Par contre, en Ligue des Champions, il met tout de même 4 buts, dont un doublé en quart de finale retour, hein, contre le Real Madrid, où la Juve a failli faire une remontada. Et là où il a surtout brillé, c'est pendant la Coupe du Monde historique de la Croatie, où il a vraiment été excellent. 3 buts en Coupe du Monde, et les 3 sont en phase finale. Hein. En huitième de finale contre le Danemark, en demi-finale contre l'Angleterre, et donc, comme je l'avais indiqué, en finale contre la France. Bravo en tout cas à Mario de se retrouver classé au Ballon d'Or, où il aura eu 2 points. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le détail des votes par pays. J'ai pas réussi à retrouver les antécédentes versions du France Football, où vous savez, il y a toujours le détail là, des classements au Ballon d'Or, et j'aurais trouvé ça vraiment intéressant de l'inclure dans la vidéo. Malheureusement, je l'ai pas trouvé, donc bon, voilà, on sait qu'il a eu 2 points. J'aurais bien aimé voir s'il y avait un petit point de la Croatie ou ce genre de choses dans le classement, mais en tout cas, Mario Mandzukic, un vrai bon attaquant, qui, comme je l'ai dit, aura vraiment marqué le foot en tout cas, et je pense qu'il aura laissé des bons souvenirs dans les clubs dans lesquels il est passé. En 2016, on va parler de 3 joueurs cette année-là. Le premier, c'est Jamie Vardy, qui est logiquement classé avec l'exploit qu'ils ont fait avec Leicester, hein, de gagner la Première Ligue, un des plus gros exploits du 21e siècle dans notre football.
et Vardy avec Mahrez, N'Golo Kanté, mais eux on les retrouvera plusieurs fois dans le classement, donc c'est pourquoi j'en parle pas, mais Vardy, c'est tout de même une sacrée belle histoire. Il arrive dans le monde pro à 25 ans, en deuxième division avec Leicester, où il a clairement des grandes difficultés, en arrivant en Championship car il est habitué à jouer dans les divisions inférieures, et ce gap de niveau lui pose quelques difficultés, mais il s'acclimatera avec le temps et en 2016, il est tout simplement stratosphérique, il est monstrueux. 24 buts en première ligue, hein, il sera deuxième du classement des buteurs avec Sergio Aguero et derrière Harry Kane qui en aura mis 25, donc seulement un de plus. Il se retrouve dans l'équipe type logiquement de la première ligue cette année-là et se retrouve donc assez logiquement, je vais répéter le mot, mais classé au Ballon d'Or, 8ème juste derrière son coéquipier algérien Mahrez qui sera 7ème donc. D'ailleurs, Kanté ne sera pas classé cette année-là, bon il se rattrapera les prochaines années. Quand on se dit qu'il est arrivé dans le monde pro à 25 ans et 4 ans auparavant et qu'il se classe donc au Ballon d'Or, je trouve ça vraiment impressionnant, donc franchement bravo à lui pour ça. Cette année, il y en a un autre qui se classe au Ballon d'Or, un gardien, Rui Patricio, qui va finir 12ème au classement. Et lui, on sait pourquoi, hein, son Euro, surtout cette finale contre la France où il est absolument excellent. Il aura écuré clairement les attaquants français. En club, le gardien portugais est encore au Portugal, au Sporting plus précisément, où il finira deuxième du championnat derrière un autre club lisboète, hein, le rival Benfica. Avec la meilleure défense d'ailleurs du championnat. Donc je pense que Rui Patricio a dû avoir une importance, même si je vais pas vous mentir, je ne sais pas si c'est en partie grâce à lui qu'il a la meilleure défense ou pas, mais en général, quand un club finit meilleure défense, en général le gardien il est quand même assez important dans cette stat. Et puis de toute façon le championnat portugais sans manquer de respect, et c'est une réalité, on peut le faire aussi le même constat que le championnat français, hein. C'est pas vraiment ce qui est pris en compte dans le vote du Ballon d'Or, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'attarder sur ce qu'il a fait dans le championnat portugais. Bref, Rui Patricio classé au Ballon d'Or, c'est tout de même quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, mais c'est arrivé au vu de son Euro qu'il a gagné, et encore une fois, ça me semble tout de même totalement mérité. Et le dernier de cette année-là, il finit 17ème, on l'a vu sur le PowerPoint de Jacques-Henri Hérault. On en entend tout de même assez souvent parler, mais j'avais envie tout de même de parler de lui, c'est Dimitri Payet. Dimitri Payet, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup suivi, même s'il a fait Saint-Etienne et Marseille dans sa carrière. Donc en tant que supporter lyonnais, c'est assez difficile de le suivre correctement, on va pas se mentir. Mais quand il a joué à Lille, je l'ai vraiment beaucoup suivi. Et c'était vraiment un joueur très intelligent, beaucoup de personnalité, de qualité de passe. Et sur le terrain, franchement, quand on le voyait à Lille, il sortait quand même assez du lot. Mais d'ici à avoir le niveau qu'il a eu en 2015-2016, là, franchement, je l'aurais pas imaginé. Il est arrivé à West Ham en 2015 et il est totalement fou sur sa première saison en première ligue. 38 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts, 15 passes décisives. Et certains coups francs vraiment marquants. Bref, franchement, Payet, il était absolument énorme sur cette période. Ça va lui ouvrir les portes d'ailleurs de la sélection à nouveau, où il va arriver en mars 2016, quelques mois avant l'Euro. Et dès mars, après un match où il est titulaire contre les Pays-Bas, il va rentrer en cours de match contre la Russie. Il va même mettre un but et délivrer une passe décisive, ce qui va lui valoir d'être appelé par Didier Deschamps pour l'Euro. Et donc pendant l'Euro, but important dès le premier match contre la Roumanie, avec également une passe décisive en poule. But également contre l'Albanie. Il va être un peu plus discret dans la phase finale, même s'il marque lors du large succès contre l'Islande 5-2. Vraiment un Euro qui était quand même plus que correct, mais sur en phase finale, bon, après ça a été assez compliqué pour l'équipe de France de manière générale, hein, notamment contre l'Allemagne où c'était quand même difficile de briller. Il a été élu donc en 2016 un meilleur joueur londonien de Première Ligue. Il est également dans l'équipe type de la Première Ligue, tout comme Jamie Vardy. Et 17ème au Ballon d'Or avec 1 point comme Luka Modric et Toni Kroos, donc quand même la classe. Mais franchement, ouais, cette version de Payet, elle m'impressionnait, je le trouvais vraiment trop fort. Est-ce qu'il a bien fait de retourner à Marseille après? Je sais pas. Honnêtement, j'ai envie de dire que oui, parce que on n'arrête pas de dire que les joueurs sont de moins en moins attachés au club, et c'est vrai que le voir revenir à Marseille pour aider pour le nouveau projet, je trouve que ça reste quand même une belle histoire. Bon, voilà. J'ai pas. Dites-moi en commentaire vous si vous pensez que Payet aurait dû rester à West Ham ou s'il a bien fait de retourner à Marseille. J'imagine que les Marseillais vont me répondre oui, mais voilà. J'aimerais bien voir votre retour. En 2014, on va parler d'un attaquant, un des joueurs que j'ai honnêtement le plus détesté, parce qu'il avait vraiment un comportement exécrable sur le terrain. Franchement, c'était vraiment une... On va pas être vulgaire, mais je pense que vous avez compris le mot quand j'ai dit que c'était vraiment une. Et on se rappelle notamment de confrontation contre le PSG quand il était à Chelsea. Ça va vous mettre peut-être un peu la puce à l'oreille, mais je vais parler de l'Espagnol Diego Costa. Et Diego Costa, lors de cette année 2014, c'est l'année justement où il quitte son club, l'Atlético de Madrid, pour aller à Chelsea. Et il a fait une saison 2013-2014 absolument fabuleuse. 52 matchs, toutes compétitions confondues, 36 buts. Franchement, c'est assez fou. Et l'Atlético, cette année, ils vont en finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, ils se blessent dès le début du match.
et ne sera donc pas un acteur majeur de cette belle finale de Ligue des Champions. Il signe à Chelsea, hein, comme je vous l'ai indiqué, et sa première partie de saison 2014-2015, elle est également excellente, hein, il met 13 buts sur la première partie de saison. Pour un joueur qui passe de l'Espagne en Angleterre, être aussi bon rapidement, c'est quand même assez rare, donc bravo à lui. Et la première partie de saison, forcément, c'est celle qui nous intéresse, car c'est celle qui compte pour le classement, parce que c'était des années civiles avant. Et donc on le retrouve assez logiquement dans le classement du Ballon d'Or cette année-là, il finit 11e dans ce classement, gagné par Cristiano Ronaldo devant Messi et Neuer, il me semble, de mémoire. Et c'était vraiment un attaquant efficace qui marquait tout de même beaucoup de buts, et qu'on n'a pas assez estimé à mon sens, même si son comportement a dû très clairement le desservir, pour qu'on le reconnaisse comme il faut, et comme je vous disais, moi je pouvais absolument pas le blairer, et je devais vraiment pas être le seul. On va remonter de 3 ans, on va donc arriver en 2011, et en 2011, petit focus sur un ailier portugais qui, pour le coup, lui, me plaisait énormément, mais qui, pour moi, aurait dû avoir une meilleure carrière, car vu son talent, même si ça reste tout de même honorable, hein, sa carrière, mais je vais parler de Nani. Ah, Nani, ça me rappelle les bonnes périodes de Manchester United. J'ai du mal à me qualifier supporter de Manchester United, car c'est que mon avis, et chacun fait ce qu'il veut, mais étant supporter de l'OL, j'ai du mal à me considérer supporter d'autres clubs. Après voilà, c'est vraiment mon avis et chacun fait ce qu'il veut. Moi je juge personne. Mais United est un de mes clubs préférés en Europe, même si en ce moment c'est tout de même très compliqué. Notamment le derby de Manchester, c'était complètement désastreux. Bref. Et on va retourner sur Nani. Et Nani, il arrive à United en 2007, en provenance du Sporting. Et son année 2011 est vraiment sa meilleure du côté d'Angleterre. Il est élu meilleur joueur à Manchester United d'ailleurs, sur la saison 2010-2011. Franchement, vu l'effectif, c'est une véritable prouesse d'être nommé meilleur joueur de la saison à Manchester United à cette époque-là. Et il fera également partie de l'équipe type de la Première Ligue, hein, meilleur passeur du championnat avec 14 passes décisives. Vraiment, ce Nani, il était fabuleux. Finaliste également à la Ligue des Champions cette année-là où il perd contre le Barça. Donc franchement, à un niveau palmarès correctif, hein, champion d'Angleterre également. Donc il va se retrouver classé au Ballon d'Or et c'est totalement mérité. Nani, pour finir sur lui, il y a une chose qui a malheureusement un peu niqué sa carrière, si je peux me permettre l'expression. Ce sont les blessures, notamment à l'ischio. Il a été bon jusqu'en 2012, enfin très bon jusqu'en 2012 même. Et je pense que seul Ferguson a réussi à vraiment le faire mettre dans les meilleures conditions et qui a vraiment réussi à sortir de la quintessence de la palette technique et tactique de Nani. Parce qu'après, ça a été plus que compliqué et c'est vraiment dommage car le talent, ouais, il l'avait, il était vraiment trop fort. L'année d'avant, en 2010, on va parler pour cette année d'un seul joueur, et c'est un joueur de notre bonne vieille Ligue 1. Et un joueur qui était en Bretagne, hein, qui était à Rennes jusqu'à l'été 2010, et c'est ce bon vieux Asamoah Gyan. Asamoah Gyan, il fait une belle saison avec Rennes, hein. Il met 13 buts en championnat, sachant qu'il a loupé quelques matchs avec la CAN, où il a participé et où il a été bon d'ailleurs pendant cette CAN, perdu en finale contre l'Égypte. Et le Ghana a été en quart de finale de la Coupe du Monde en créant vraiment une vraie sensation. Et Asamoah Gyan a fait une très très belle compétition, même si elle est un peu entachée, si je puis dire, par son pénalty raté. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais c'est cette fameuse main de Suarez pour sauver le but à la 120e dans les prolongations en quart de finale contre l'Uruguay. Suarez se fait forcément expulser. Penalty, Asamoah Gyan le tire, malheureusement il le loupe. Et derrière, séance de tir au but, et Muslera, le gardien uruguayen, va faire la différence. L'Uruguay va donc filer en demi-finale. Et c'était vraiment horrible, franchement, c'était vraiment horrible. Pauvre Asamoah Gyan, hein, pour ça. Et après cette bonne saison, donc il va partir en Angleterre à Sunderland, à la dernière journée. Et il finit 18e au Ballon d'Or. Donc bravo à lui pour cette saison, cette nomination et sa carrière également, car en sélection, c'est clairement une légende, hein. Largement meilleur buteur de l'histoire des Black Stars. Joueur que j'aimais vraiment beaucoup, que je trouvais assez sympa dans cette équipe de Rennes, qui était un peu en difficulté à cette période-là. Mais Asamoah Gyan, il sortait tout de même du lot, et bravo à lui. L'année d'avant, en 2009, on va parler de 2-3 joueurs, et on va encore parler de 2 anciens Rennais. Et le premier n'a pas forcément laissé de traces indélébiles, hein, du côté de la Bretagne, c'est le Brésilien Luis Fabiano. Luis Fabiano qui est à Séville depuis 2005, qui a gagné la Coupe de l'UEFA en 2006 et en 2007. Il fait une excellente saison avec Séville également en 2008. Mais la saison 2008-2009, c'est très compliqué pour le Brésilien à Séville. Il marque que 8 buts en Liga, alors que l'année d'avant, il en avait marqué quand même tout de même 24. Et là, vous allez me dire, mais s'il a rien gagné à Séville et qu'il a pas mis beaucoup de buts, qu'est-ce qu'il fait là? Et ben en fait, c'est avec le Brésil, il est tout simplement stratosphérique. Doublé contre le Pérou et contre l'Argentine en éliminatoire de Coupe du Monde, et une excellente Coupe des Confédérations qui gagne, il finit deuxième meilleur buteur de la compétition. Vous allez me dire que ça vaut pas forcément un classement en Ballon d'Or, mais je me souviens qu'à cette époque, vraiment, on parlait énormément de Luis Fabiano. On était un peu à la recherche, hein, d'un vrai numéro 9 après R9, après Adriano qui commençait déjà à bien toucher le fond. À Wagner Love, non, c'était pour la petite vanne. Mais c'était vraiment une super année en sélection qui lui vaut ce classement. Il a quand même marqué 13 buts en 11 sélections, hein. C'est quand même 3 fois plus de buts que Ousmane Dembélé en je sais pas combien de sélections, hein. Donc voilà, bravo à lui. Bravo à Luis Fabiano, et il se retrouve donc 15e du Ballon d'Or 2009 avec 8 points. Le deuxième joueur qu'on va évoquer cette année-là, c'est un Français,
Vous vous rappelez de qui était champion de France cette année-là, en 2009? Oui, c'est bon Girondin. Et vous vous doutez de quel joueur on va parler, parce que il était sur la miniature déjà. C'est ce bon vieux Johan Gourcuff. Ah, Johan. Tendre Ré, qu'est-ce que je l'aimais ce joueur. Franchement, je le trouvais vraiment trop fort. Champion de France cette année-là et vainqueur de la Coupe de la Ligue également. Meilleur joueur de la saison. 15 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Franchement, Gourcuff marchait sur l'eau. Donc il se retrouve assez logiquement nommé et classé au Ballon d'Or. D'ailleurs, la première partie de saison 2009-2010, on va avoir la magnifique phase de poule de Bordeaux également, où ils vont finir premier devant la Juve et le Bayern, et le Maccabi Haïfa. Le copain Valfoot en avait parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et cette phase de poule de Bordeaux était totalement folle, cette équipe de Bordeaux également, de manière générale. Avec Chamac, avec Souleymane Diawara, Tremolinas, Wendel. Enfin, quelle équipe. Franchement, quelle équipe, ces Girondins de Bordeaux. Même si c'est ce qui a mis fin à l'hégémonie lyonnaise, donc ça m'a forcément fait mal. Mais c'était tout de même, avec du recul, une sacrée équipe. D'ailleurs, pour revenir un peu sur Johan Gourcuff, le but qu'il marque contre le PSG, quel régal. En tout cas, que de regrets concernant la carrière de Gourcuff. Moi, je reste persuadé que c'est la Coupe du Monde 2010 avec la grève et ce qui s'est passé à Nasna qui a complètement tué sa carrière. Car après ça, il a signé à l'OL et il n'était plus le même joueur. Alors, il y a eu des bons matchs sous le maillot lyonnais, mais le prix du transfert était élevé et je pense que c'était pas la meilleure idée de le prendre. Alors, vous me direz, c'est plus simple de le dire après coup. C'est pas faux. Mais mentalement, le joueur était touché. On se rappelle qu'il était accusé de taupe, mal intégré en équipe de France. Apparemment, il y avait eu des soucis avec Ribéry, même s'il arrive en claquette pour dire que non sur Téléfoot. Et le mental, pour moi, était vraiment impacté. Il a eu raison de son corps, qu'il a lâché, et qui lui a donné un bon nombre de blessures incommensurables. Bref. En tout cas, Gourcuff méritait clairement d'être classé cette année-là. Et le dernier est un autre 10, que j'adorais aussi, un Brésilien. Et on va parler de Diego. Il jouait au Werder où il était totalement excellent. Le Werder en Bundesliga fait pas une saison énorme, ils sont 10e. Par contre, il gagne la Pokal en finale contre Leverkusen 1-0, où il fait une passe décisive d'ailleurs sur le but. Et le Werder va également en finale de Coupe de l'UEFA où ils vont perdre contre le Shakhtar. Et Diego, individuellement, c'est monstrueux. Lors de cette saison, c'est 39 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts et 11 passes décisives. Pour un 10, c'est quand même des stats assez incroyables. Et il va signer ensuite lors de l'été 2009 à la Juve et ses débuts à la vieille dame. Alors les premiers matchs, surtout, ne sont pas forcément mauvais. Il fait quelques passes décisives, mais ça va vraiment se compliquer. D'ailleurs, il restera qu'un an en Italie. Et il est donc classé au Ballon d'Or, 25e avec 3 points. Sa suite de carrière, à lui, elle est pas au niveau de ce qu'il avait fait du côté du Werder, où il était vraiment au-dessus du lot. Je commençais à le suivre, le championnat allemand à ce moment-là, et Diego, c'était ce qu'on appelle un joueur frisson, super finition, belle qualité de passe, belle vision de jeu. D'ailleurs, il n'avait pas été appelé, lui, pendant la Coupe de Confédération, à l'inverse de Luis Fabiano, et c'était dommage, parce que pour moi, il l'aurait mérité. Bon, ensuite, le Brésil a quand même gagné la Coupe, donc bravo. Mais sa suite de carrière à Wolfsburg, c'était pas mal, mais c'était pas aussi fort que ce que c'était. Et après, l'Atlético, pareil, c'était pas vraiment ça. Donc bon, dommage pour ce bon vieux Diego. 2008 a été marqué par l'Euro gagné par cette équipe hégémonique de l'Espagne. Donc forcément, vous allez retrouver beaucoup d'Espagnols dans le classement du Ballon d'Or. Torres est 3e, Casillas 4e, on a ce bon vieux Xavi qui est 5e, David Villa qui est 7e. Et j'ai envie de parler du 11e de ce classement, un joueur qu'on oublie pour moi beaucoup trop à mon sens quand on parle de cette Espagne, c'est Marcos Senna. Et son année 2008, il est vraiment excellent. Milieu défensif vraiment très complet, avec beaucoup de hargne, excellent en récupération. Et en 2008, il finit deuxième de Liga avec Villarreal, où il a été tout simplement excellent. D'ailleurs, il est élu meilleur joueur de la saison cette année, donc rien que ça. Avec l'Euro qu'il a fait en prime, c'est pas étonnant de le voir être classé cette année 11e au Ballon d'Or. D'ailleurs, cette équipe de Villarreal, quand pas mal d'équipes d'Espagne dans les années 2000, c'était vraiment la Liga, j'adorais. La Liga, franchement, c'était vraiment assez fou. Villarreal avec lui, Riquelme, Forlán, Pires. Bien entendu, certains joueurs sont à des différentes périodes. Vous vous doutez bien que Forlán et Pires, de mémoire, ils n'ont pas joué ensemble. La Corogne aussi, au tout début des années 2000. Valence, Séville. Franchement, la Liga, j'étais vraiment fan dans les années 2000. Pas même en 2010. C'était vraiment un championnat qui était énorme, que je suis beaucoup moins, parce que j'ai du mal à m'y intéresser, pour être honnête, mais c'est dommage. Même s'il y a des petites équipes, notamment Girona en ce moment, ou l'Atlético, des équipes qui sont sympas à suivre. Mais la Liga, ouais, c'était vraiment quelque chose de fou. Et pour rester dans le thème de la Liga, il y a un joueur qui a marqué ce championnat. On va parler de 3 joueurs dans cette année, et le premier donc qui a marqué la Liga, c'est notre cher Frédéric Canouté. Canouté qui est arrivé en Liga en 2005 après des saisons à l'OL, à West Ham et à Tottenham. Et à Séville, il était vraiment trop fort. Il va former une doublette avec un joueur qu'on a présenté avant, Luis Fabiano. Et cette année-là, en 2007, il gagne la Coupe de l'UEFA. D'ailleurs, on en avait parlé dans la chaîne des finales de Séville. Donc cette coupe est gagnée contre l'Espagnol Barcelone. Et Canouté est un vrai partisan de cette belle saison. Il finit 3e meilleur buteur de la Liga. Canouté a vraiment été un super attaquant cette année-là. C'est 30 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même un bilan assez fou. D'ailleurs, l'attaquant malien va continuer à être excellent avec Séville.
dans les prochaines saisons. Il est au club jusqu'en 2012 et il a été énorme avec le club andalou jusqu'à la fin où il partira après pour la Chine. Vraiment beaucoup de respect pour ce qu'a fait Kanouté. Et pour revenir en 2007, parce que j'ai oublié de parler du classement, il a fini 11e et il y a 3 autres joueurs donc en 2007 qui ont été classés au Ballon d'Or. Le premier, je vais être très honnête, je me rappelle pas de ce joueur, c'est Younis Mahmoud, joueur irakien qui a participé à l'exploit de son pays pour gagner la Coupe d'Asie dans un contexte géopolitique tout de même vraiment très compliqué pour l'Irak en 2007. Je me souviens que c'était marquant de voir l'Irak gagner cette compétition. Et d'ailleurs, c'est le seul joueur irakien de l'histoire à avoir marqué 2 points en Ballon d'Or et être classé, donc bravo à lui. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas vous parler du joueur parce que pour être honnête, je le connais pas. Il a joué notamment beaucoup au Qatar, donc c'est difficile de suivre ce qu'il a fait. Hein. Je suis pas Kylian, le spécialiste du foot asiatique, que je salue d'ailleurs s'il passe sur cette vidéo. Et il y a 2 autres gardiens dans ce classement. Il y a Rogerio Ceni, le gardien qui était excellent en coup franc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. 1238 matchs de foot dans le même club, à Sao Paulo entre 1990 et 2015. Franchement, gros respect à lui pour cette carrière. Par contre, pourquoi il est nommé en 2007? Bon, il a gagné le championnat avec Sao Paulo, il a même eu 3 points au Ballon d'Or. Mais encore une fois, j'ai pas suivi Sao Paulo, donc c'est assez difficile d'en parler. Et le dernier, ça va être pareil, c'est un autre gardien, et c'est Guillermo Ochoa, qu'on verra par la suite à Ajaccio. Alors lui, il a été finaliste de la Copa Sudamericana, qui est l'équivalent de la Coupe UEFA en Europe. Donc en 2007, il est finaliste et il va finir 3ème de la Gold Cup, ce qui n'est pas une véritable belle performance pour le Mexique d'être 3ème. Lui, il a eu 1 point au Ballon d'Or, ce qui est quand même autant que Van Persie, Eto'o, Berbatov, Tevez et Giggs. Rien que ça. En 2005, 2 années auparavant, on va parler d'un joueur de Liverpool. On se rappelle de la finale de la Ligue des Champions absolument incroyable contre l'AC Milan. Et cette année-là, au Ballon d'Or, il y a un Espagnol de l'effectif des Reds qui était un des joueurs que j'appréciais énormément, c'est Luis Garcia. Il arrive à Liverpool car il y a son ancien entraîneur à Tenerife, Benitez, qui est en place. Et première saison pour Luis Garcia, il gagne la Ligue des Champions, rien que ça. D'ailleurs, c'est un véritable protagoniste, cette victoire en Ligue des Champions. Car dans la phase finale, il marque 5 buts contre le Bayer Leverkusen, la Juve et Chelsea. Milieu offensif capable de jouer sur un côté, je me souviens beaucoup de lui, il marquait vraiment des belles frappes de loin, des super buts, et il méritait une petite mention dans cette vidéo. D'ailleurs, après, ça a été un peu plus compliqué pour lui, il est reparti à l'Atlético en 2007, où de mémoire, vous pouvez me corriger en commentaire, mais c'était pas incroyable. Puis après, il va à Santander, et on le voit ensuite aller en Grèce, en Inde et en Australie. En 2004, désolé aux Portugais, mais vous vous rappelez évidemment que la Grèce a gagné l'Euro, donc on y retrouve forcément beaucoup de Grecs. Notamment un qui a fini 5ème, c'est Theodoros Zagorakis, nommé meilleur joueur de l'Euro, et donc assez logiquement classé. C'était tellement incroyable cette équipe de la Grèce qui gagne l'Euro, même si certains rageux parleront de la manière, mais franchement quel exploit. La Grèce qui gagne l'Euro. Enfin, franchement, c'est complètement fou. Et on va forcément retrouver 3 autres joueurs, l'attaquant Charisteas, le gardien Nicopolidis et également le défenseur Delas. Charisteas, il était au Werder, il se classera 11ème. Delas, lui, il était en Italie, à la Roma. Il se classera 17ème et il aura autant de points, 5 que Drogba qui a fait une saison magistrale avec l'OM, rien que ça. Et le gardien, donc Nicopolidis, lui qui était en Grèce et qui reste en Grèce, il changera de club entre les deux. Je crois qu'il passe du Pana à l'Olympiakos, il me semble de mémoire. Et lui, il aura que 2 points. En 2004, il y a un autre élément majeur, c'est la victoire de Porto. Je vais pas m'attarder sur Deco parce qu'il a fini 2ème, et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, certains m'ont dit qu'il aurait pu finir 1er cette année. Pourquoi pas en réalité. Je vais pas m'attarder non plus sur Ricardo Carvalho, car il a eu une carrière quand même relativement excellente. Pareil, je vais pas m'attarder sur lui, par contre, je vais parler d'un joueur, je vais parler de ce bon vieux Maniche. Ou Maniche d'ailleurs, je sais pas vraiment, dites-moi s'il y a des Portugais dans les commentaires. Ou quelqu'un qui gère bien la langue de Cristiano Ronaldo, tiens. Finaliste de l'Euro, vainqueur donc de la Ligue des Champions, joueur assez spectaculaire avec une grosse endurance, une énorme frappe de loin, belle technique également. Il fera partie de l'équipe type du tournoi d'ailleurs avec le Portugal et il met le plus beau but pour moi de la compétition contre les Pays-Bas en demi-finale où il gagne 2-1. Franchement Maniche, ou Maniche, j'ai des super souvenirs en sélection de mémoire, sa Coupe du Monde 2006 avait été également très bonne. À l'Atlético aussi par la suite où il arrive en 2007, c'était pas mauvais. Il est donc classé 24ème de ce Ballon d'Or avec 2 points. Et pour finir avec l'Euro, on va forcément retrouver le meilleur buteur de cette compétition, qui était Milan Barros, le Tchèque, où il finira donc 12ème au classement Ballon d'Or à égalité avec un certain Cristiano Ronaldo. Ça le sauve un peu cet Euro parce que la saison à Liverpool, elle est vraiment pas bonne pour Milan Barros, où il est souvent pas dans l'effectif. Mais c'est vrai qu'il rayonne comme toute cette République tchèque à l'Euro. On en parlera sur la chaîne avant l'Euro 2024, donc on va dire vers mai. Oui, j'ai déjà des vidéos qui sont prévues pour mai 2024, mais on parlera de la République tchèque. Barros, il était pas mauvais comme attaquant, mais on pouvait tout de même s'attendre à beaucoup mieux sur sa carrière. Je trouve il a laissé quand même beaucoup de déceptions dans l'ensemble. Enfin, après avoir fait mal aux Portugais, on va faire un peu mal aux Marseillais.
Et Marseille avait été en finale de Coupe de l'UEFA contre Valence, et cette équipe de Valence avait été tout simplement folle. Champion d'Espagne, hein, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA également. Valence avait été le meilleur club de l'année en 2004 cette année-là. Et donc on va retrouver deux joueurs de cet effectif. L'actuel entraîneur, hein, qui était un milieu vraiment de très très bonne facture, Ruben Balaja. Désolé pour la prononciation, j'ai fait allemand LV2. Et il va être nommé et finir 24e également cette saison-là. Et il y en a un autre, hein, Valencian, qui est dans ce classement, c'est ce bon vieux Vicente. Il va finir 28e. Et il est vraiment sympa, qui avait été très bon également avec le club Valencian. Pour la dernière édition de cette vidéo, on va parler d'un joueur de la Real. Un joueur qui est arrivé après une bonne Coupe du Monde 2002 dans ce club, c'est Niat. Et Niat, dès sa première saison en Espagne, il est fabuleux. Il met 23 buts dès sa première saison où il est deuxième au classement des meilleurs buteurs derrière un certain Roy Mackay qui lui aura 29 unités. Il est élu dès sa première saison donc meilleur joueur étranger de la saison Liga. Et on le retrouve donc logiquement classé au Ballon d'Or où il finira 18e. C'était vraiment un super joueur Niat, on le verra par la suite en 2006 où il arrive à Villarreal où sa saison 2007-2008 il met 18 buts également avec le sous-marin jaune, un joueur qui a vraiment marqué pour moi le championnat espagnol dans les années 2000. Et il est considéré à l'instar d'un Hakan Şükür quand même des meilleurs attaquants turcs de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Alors, je vous le dis après chaque vidéo, parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire la vidéo. Mais celle-là, vraiment, je me suis rappelé de super souvenirs. Donc, c'était vraiment cool. J'espère que vous aussi, ça vous a rappelé pas mal de souvenirs. En tout cas, si la vidéo vous plaît, hein, je sais que j'insiste avec ça, mais c'est très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, on parlera du Real Madrid. On parlera des pires transferts du Real Madrid. C'est la 6e édition, on avait fait pas mal de vidéos sur les pires transferts, c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. La dernière elle était sur Arsenal, elle date un petit peu, donc on va reprendre ça et on va parler de celle du Real Madrid. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, bon jour férié. J'espère que voilà, vous allez vous reposer pendant ce jour férié, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, prenez beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, essayez d'aller du mieux possible, c'est très important, et je vous dis à bientôt. Tchuss!